sur ces lectures en ayant Freud et Lacan sous le coude et en voyant qu'est-ce qu'ils appellent peut-être de lecture plus poussée en mathématiques au fur et à mesure qu'on avance. C'est une façon de formaliser effectivement le discours. Sinon, on en reste à un discours conceptuel sans la structure. Si on veut savoir ce qu'il en est de la structure, il nous faut avancer. Et alors, avec l'immersion, ça donnerait quelles autres images? J'en sais rien, puisque j'ai toujours pris Crosscap et surface de Boyle comme des immersions du plan projectif. Ça se dit communément, alors je ne sais plus pas quelle est la vérité. Un peu Petitot donne l'image standard du Crosscap comme étant une représentation du plan projectif. Voilà, sous cette image. Voilà, je peux lire. Riemann confirma d'abord la géométrie elliptique, qui renvoie aussi à l'hyperbole, etc., où les droites sont fermées. Une droite en géométrie hyperbolique c'est quelque chose qui est organisé sur une boule ouverte, donc au minimum c'est un disque, avec le bord de cette boule ouverte de dimension 2, donc un bord de dimension 1. Une droite dans cette géométrie, c'est ce que je dessine là. Donc il peut y avoir effectivement des droites effectivement rectilignes au niveau du diamètre. Il y a des problèmes dans les rapports à l'empirie aussi qui jouent, puisqu'il s'agit à chaque fois de se donner l'instrument qui va reconnaître la régularité empirique de ce qu'on est en train de proposer symboliquement. Mais je lis le Petitot. Donc les droites sont fermées. Cette géométrie est assez proche de celle de la sphère. Mais sur la sphère, deux points ne déterminent pas forcément une seule droite. Pour obtenir un modèle de la géométrie elliptique, Cayley et surtout Klein, Cayley 1859, Klein 1871, ont été conduits à considérer la surface abstraite, voilà, c'est-à-dire non plongée dans l'espace, obtenue en identifiant sur la sphère chaque point à son point antipodal. Ça, c'est le plan projectif, ça nous donne le Crosscap. Cette surface est abstraite dans la mesure où il n'en existe pas de plongement régulier dans l'espace. Régulier, c'est-à-dire régularisé en termes d'empirie. La représentation non régulière, la plus connue, utilisée d'ailleurs comme modèle par Lacan, est une surface organisée, entre guillemets, par la singularité dite Crosscap. Et Riemann introduisit surtout la notion de variété abstraite, définitivement assurée par Hermann Weyl. Cette innovation conceptuelle constitue un des grands moments de l'histoire des sciences. En elle convergent deux idées forces. L'idée de définir un espace non euclidien en soi, indépendamment de tout plongement dans un espace ambiant euclidien de dimension plus grande. Cela est décisif pour la compréhension de la structure réelle de l'espace-temps physique. Si en effet cet espace n'est pas euclidien, la seule hypothèse plausible consiste à poser qu'il est une variété sans bord, mais pas nécessairement infinie, de dimension 4. Or, cette variété est nécessairement abstraite, puisque tout espace euclidien où elle serait plongée n'aurait par définition aucune réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de le faire. L'idée que ces variétés admettent en tout point une géométrie euclidienne tangente, c'est-à-dire l'idée d'un espace dont la métrique n'est que localement euclidienne et varie lorsqu'on se déplace. Donc, ça me rappelle Saussure, les écrits de Saussure, où il parle de prendre la tangence entre la forme, le sens et je ne sais plus quoi le signifiant, ou la parole. Bon.
Non, entrer là-dedans, c'est relativement difficile. C'est-à-dire qu'au bout de 2 paragraphes sur Wikipédia, 2 paragraphes qu'on comprend, on rentre dans des définitions rigoureuses et mathématisées qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Ce qu'il faut entendre avec une géométrie hyperbolique, c'est qu'on a affaire à des variétés à courbure négative, hein, donc le diabolo. Et que si j'ai une droite, par un point, je peux faire passer une infinité de droites parallèles à celle-ci. Voilà, là, on est dans une géométrie non euclidienne hyperbolique. Hein. Et des objets comme ça, il y en a plus d'un. Donc, ils sont facilement repérables lorsqu'on fait des jeux de lumière. Hein. Si vous regardez sur Internet, il y a des photos où, avec certaines lampes, la projection de la lumière sur le mur, quand on met le lampadaire à la perpendiculaire du mur, ça donne effectivement un disque de lumière. Mais au fur et à mesure qu'on va relever le lampadaire, on aura une hyperbole, une parabole et une hyperbole. Bon, ça dépend. Après, j'ai oublié de dire qu'il fallait un abat-jour pour ça, et qu'il y a une partie non lumineuse, et les parties lumineuses, au total, lorsque le lampadaire est vertical, se reflètent sur le mur d'une manière hyperbolique. Bon, pour dire qu'il y a aussi de l'empirie dans cette affaire. Hein. Et que ce n'est pas seulement une reprise des questions de coniques de l'Antiquité, parce que ça remonte beaucoup. Hein. Parce qu'avec tout ça, c'est tout ce qu'on apprend à l'école de la géométrie des triangles, tout ça, c'est la somme des angles d'un triangle n'est plus égale à 2 droits. Hein. C'est plus grand, plus petit. Enfin, pareil, tous les calculs entre les côtés du triangle, tout ça, c'est battu en brèche. Enfin, toutes les convictions euclidiennes sont battues en brèche. Je pense qu'avec l'inconscient, on est dans quelque chose de non euclidien. Et pour le coup, Lacan n'a pas mâché le travail. Même s'il nous ramène des plans projectifs, des nœuds qui n'ont pas, a priori, caractère euclidien d'abord. Donc, c'est un travail qu'on a à faire et à avancer en s'assurant du discours reçu, c'est-à-dire Freud-Lacan, celui qu'on veut bien étayer soi-même. Et est-ce qu'on peut repérer les coupures sur ces objets hyperboliques? Oui, oui. Je ne peux pas parler comme ça des coupures dans les hyperboles. Mon avis, dans les hyperboles qui sont données comme linéaires, et non pas surface. Elles sont forcément une coupure entre les 2 branches de l'hyperbole. Ensuite, ça dépend de la manière dont on représente tout ça dans des axes normés, variablement rapportés l'un à l'autre, soit orthonormés, cartésiens, soit faisant un tel ou tel angle. Hein, je sais pas. C'est dynamique, les angles ne sont pas constants. Et du coup, les rapports entre les lignes ne sont pas non plus constants. Et tout ça pour parler en basse dimension, parce qu'ensuite on peut passer en surface et au volume pour dire les mêmes choses. Hein. Les représentations ne suivent pas, je pense. Et la non-constance, c'est à renvoyer à l'oscillation ou vacillation enfin, c'est la question. Non, mais j'en sais rien. Pour moi, c'est prématuré d'aborder ça comme ça. On va retenir les questions plutôt. Il faut poser les questions. Et
essayer de trouver des réponses. Je vous invite à travailler dans ce sens. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'espace-temps qui n'avait Oui. rien à voir avec, Qui n'a rien à voir avec. ce qu'on entend par l'espace-temps. Quantique. Non, c'est un espace-temps quantique qui peut correspondre à celui, maintenant, il y a des passages, donc, à celui de la relativité générale. Mais c'est pas la conception quadridimensionnelle d'un temps spatialisé qui fournirait la quatrième dimension de ce qu'on connaît dans les volumes à 3. Quoi ? Je suis perdu dans la quatrième. Non, je ne veux pas. La quatrième dimension, tu n'as pas perdu. Quatrième dimension, c'est absolument accessible. Donc je te le refais pour la énième fois. Tu as déjà dû me voir faire ça. Mais quelque part, on n'est pas perdu. Voilà, faut que tu dises quelque part, je suis perdu. Alors, quelque part. Bon, tu prends un cube là, tu t'en sors. Ah oui, j'adore ça. Surtout quand il y a 6 faces du dé, etc. Bon, ça c'est 3 dimensions. 3 dimensions qui sont horizontales, verticales et en biais allant d'en bas à gauche vers en haut à droite. Il n'empêche que tu as un autre biais qui va d'en bas à droite vers en haut à gauche. Et donc une fois que tu as situé tout ça, tu traces toutes les droites qui correspondent. Après, moi je ne sais pas si j'ai une fois réussi à reconsidérer tout ça. Je suis perdu. Là. 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 Bon, tu feras tous les autres, quoi, mais c'est un hypercube. Voilà. Et 4 dimensions, c'est pour dire que tu peux plonger 4 dimensions dans 2. Tu peux toujours plonger n dimensions dans n-2. C'est la preuve. Donc, on prend des bouquins sur la quatrième dimension, tout ça est bien mieux dessiné. C'est absolument accessible. Hein. Donc on simplifie la vie en disant que c'est le temps, mais par là on spatialise le temps. Je trouve que c'est pas un temps du signifiant, c'est pas un temps d'échange. Le temps du signifiant est plus hyperbolique que solide comme ça, donc est plus dynamique. Donc c'est un temps de l'écart et de l'Einstein et du passage indifférencié, dont Freud parlait. Ça met en jeu les excitations et les décharges. Bon, vous m'excuserez de ne pas arriver à quelque chose que je maîtrise, hein, parce que c'est d'abord questionner. Si je continue à parler de Freud et de Lacan, on est dans notre espace habituel, on peut s'en sortir. Si on veut formaliser tant soit peu, je pense qu'il faut pointer au moins les questions, comme je viens de le faire, sans réponse, et essayer d'obtenir des réponses en quelques années, pas trop longues. Voilà. Il faut quelques années pour intégrer tout ça, et pour pouvoir en jouer, au moins imaginairement, jouer des figures. Mais ça me semble nécessaire. Sur la lancée de Lacan, j'insiste. Bon, même si ça n'est pas facile. Les deux mathématiciens que vous avez cités qui ont créé des géométries non euclidiennes, et parmi les plus poussées, c'est Lobachevsky et Bolyai. Lobachevsky était à Bakou. Je crois que c'est un Y. Et Bolyai était à Göttingen. Je ne sais plus. Voilà. Je ne sais même plus si c'est un Y à la fin. Je crois que c'est un I.
C'est un I. C'est pas un J. Bologne, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit. Non, mais 2 siècles avant, il y avait des tas de types qui s'y mettaient. Hein. Les gars qui voulaient prouver Euclide à nouveau frais, laisser le 5e postulat d'Euclide de côté, essayer de prouver des trucs par l'absurde, et au travers de ce qu'ils promouvaient d'absurde, ils produisaient des géométries non euclidiennes. Hein. La question, les carrés, ils sont pas tracés comme je l'ai fait là. Un carré, c'est comme ça. Donc ensuite, ça pose des problèmes de pavage. Enfin, c'est plus régulier que l'effet, mais ça montre quand même qu'il y a une concavité avec laquelle compter dans tout ça. Je n'irai pas plus loin moi aujourd'hui. Oui, vas-y. Il me semble que tu nous rappelles qu'il faut travailler sur la question de la représentation, Entre autres. l'espace de représentation et l'espace représenté, le lien entre l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Et les géomètres dont tu nous parles, leur travail, leur problème, c'était de représenter cartographiquement, géométriquement, l'espace de la sphère, la planète, etc. Oui, avec des géodésiques, oui. Et non, mais parce que ça faisait partie justement des preuves empiriques de ce qu'ils avançaient. Donc on n'est pas loin de ce que je dis sur les méridiens, les parallèles. T'as entendu que quand je dis qu'on n'est pas dans un espace affine avec les parallèles, comme je les situe dans mon dessin de plan projectif, en disant que voilà les parallèles qui sont séquentes, j'ai le loisir de le faire puisqu'on n'est pas dans un espace euclidien affine. Les deux associés. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des questions de représentation, et puis il y a des questions souvent de description en termes de groupe et d'algèbre de groupe, hein, qui permettent d'aborder tout ça. De trigonométrie, on passe facilement au logarithme, on passe au népérien, voilà, aux exponentielles, hein, tout est lié. Quand on touche aux confins des mathématiques, en quelque sorte, et qui ne s'apprend pas à l'école, hein, pas encore, ben on voit bien que toute la mathématique est liée et qu'avec la psychanalyse, on touche à toute la mathématique. Et on a des temps de travail devant nous impressionnants. La question que j'ai, et je suis sûr qu'il y a un lien, mais je ne le vois pas bien à cette heure-ci. Comment est-ce que tu lis le signifiant, j'allais dire propositionnel presque, avec la problématique topologique ou géométrique? Ben non, le signifiant dit enfin, si j'entends bien ce que tu veux dire par propositionnel, c'est-à-dire pour moi c'est du signifiant que je dissocie souvent, hein, avec un participe du signe, pour moi il est prédicatif. Autrement dit, il est sphérique. Il joue de cette sphéricité, de cette ontologie, on pourrait même dire une ontologie du langage, puisque les linguistes ils prennent quand même le langage comme ontologique. Quand on ne le prend pas comme ça, on est dans du signifiant propre à la psychanalyse, et auquel cas il est récursif. Et ce signifiant, pour moi c'est la question de la représentation en tant que, d'une certaine manière, projection, elle va être récursive, alors que le projeté va être prédicatif. Enfin, est-ce que tu serais d'accord avec ce type de... Oui, parce que moi j'inscris comme ça, hein, d'une façon générale, je suis d'accord. J'inscris sous la forme d'une paire ordonnée entre récursivité et imprédicativité. C'est une paire parce que pour moi récursivité et imprédicativité sont synonymes et qui produisent une prédicativité. C'est-à-dire fonction, objet. Et donc, sont des S1, S2, ça c'est du Lacan, là, du coup. Et projection
émission, projection, projeter. Oui. Oui, avec une question de fond, c'est que quoi que ce soit qu'on redéfinisse empiriquement, est-ce que ça n'est pas toujours projeté? C'est pour ça que j'ai buté dans ma lecture de Freud aujourd'hui, parce que je lui ai fait dire apparemment quelque chose que je n'ai pas retrouvé. Et ça m'était apparu assez limpide quand je l'ai lu, mais j'ai compris ce que j'ai voulu et après je ne l'ai pas retrouvé. Freud est quand même plus matérialiste que je ne le suis, et du coup, il tient aux objets comme tels qu'ils veulent pour le sujet. Moi, je pense que les objets sont définis comme objets par le sujet, et construits comme objets par le sujet, en dehors de toute matérialité. Et même quand on se cogne dans quelque chose de dur, ça devient l'objet dans lequel on s'est cogné du fait qu'on s'y soit cogné, c'est ce que je veux dire. Le choix du sujet dans tout ça, il n'est pas déterministe, hein. Il est entièrement contingent. En fait, ça rejoint une question que j'ai depuis longtemps, c'est l'occasion de la poser. Quand un sujet écoute la parole d'un autre sujet, Je dirais déjà pas ça, hein. Il y a du sujet entre deux versants de cette subjectivité, je dirais. Et la parole, c'est pas celle de l'un ou celle de l'autre. C'est la parole qui circule entre les deux, dont chacun est le promoteur à tour de rôle en étant un versant. Ben, bon, je t'ai interrompu. oui. En fait, c'est donc d'une certaine manière, tu délocalises la récursivité, tu ne la mets pas sur un sujet particulier, mais tu Non. la mets sur un entre-deux sujets, Ouais. si je t'entends bien. C'est pour ça que je situe le sujet de narcissisme primordial en haut à gauche, dans une catégorie fonctionnelle et intentionnelle. Oui. Ça n'empêche pas de parler de sujet pour autant. Alors il faut à chaque fois préciser de quel sujet on parle, si tu veux. Ça éviterait que je te reprenne. Mais en fait, pour moi, c'est la difficulté de cet aller-retour entre l'énonciation, d'une certaine manière, et l'écoute qui va C'est pas l'énonciation de l'un et l'écoute de l'autre. Lacan le dit bien. Pour moi, l'énonciation correspond à qu'on dit. oui. Et Il y a ce qui s'entend, c'est ce qui s'entend de ce qui se dit au travers de ce qui s'entend. Donc là, il y a une différence locale et il y a une continuité globale. Il faut parler du local et du global. Avec les espaces hyperboliques, c'est pareil. Hein. Il y a des propriétés locales, des propriétés globales qui ne permettent pas d'être identifiées entre elles. Ça me fait penser qu'à la fin de l'étourdi, je crois que Lacan parlait de l'hyperbolicité en lien avec la psychose. Je me souviens pas. Je crois qu'il y a quelque chose à redire de ce côté-là. D'accord. Enfin, Oui, bah, je reviendrai. Oui. sauf erreur. Bon, quoi qu'il en soit, tu as posé la question du coup, je t'ai interrompu. Je l'ai oublié. D'accord. C'est mon défaut. Oui. Est-ce que tu peux redire ce que tu avais cru lire chez Freud et que tu J'ai peux pas cru retrouver? lire C'est ça qu'il faut savoir. que l'amour permettait de construire les objets d'un point de vue subjectif. Que le sujet construisait les objets. Les sujets au sens de Freud, c'est-à-dire le ich, le moi, construit les objets pour aussi avoir affaire à eux. J'avais cru que c'était explicitement dit dans Freud. Ça m'était apparu à la lecture. Et puis à la relecture, je ne l'ai pas retrouvé. Tu as dit plus précisément le narcissisme. Oui, c'est le narcissisme. C'est le narcissisme qui construit les objets. Oui, C'est ce que tu as dit. tout à l'heure. Donc j'ai dû le lire dans Freud alors. C'est pas une de mes phrases. Tu as dit le narcissisme global construit le monde. Quelque chose comme ça. Non, pas global, non. Non Primordial. Primordial, mais construit le monde, pas les objets, le monde. Oui, mais Non, chez les Freud, ça objets montre aussi. l'objet, donc Les c'est objets. équivalent. Il y a oui. Non, il dit sujet, objet, moi, monde, etc. Actif, passif.
Bon, dessus. La commode.